faire la nature de cette éruption. Et moi, je vous garantis que vous aurez de l'argent pour vos laboratoires et que je pourrai donner un emploi fixe à tes équipiers. Donc, vous falsifiez les résultats et je vous garantis la carrière. C'est ça qu'il voulait dire. Tazieff lui a dit, va te faire foutre, je n'accepte pas ce genre de marchandage, c'est intolérable. Et voilà comment s'est passée la grosse confrontation de méthodes scientifiques entre Claude Allègre et Agnès Tazieff en 1960. Et aujourd'hui, Claude Allègre, aujourd'hui, les volcanologues qui enseignent aux jeunes thésards ne permettent pas qu'il y ait une référence à Tazieff. Et voilà une image de deux des éclopés, Tazieff et Le Guen, après ce bombardement. Voilà. La photo a été prise par Marcel Boff. On voit que on se croirait en pleine guerre. Hein. Voilà la soufrière de la Guadeloupe qui crache sa vapeur. Et comme Tazieff a été expulsé de l'université française, de la recherche française après cette affaire-là, tout leur matériel innovant, ils l'ont emmené en Indonésie sur des volcans extrêmement violents, extrêmement dangereux, volcans explosifs, et ils sont allés faire les premières analyses de gaz de ces volcans-là en activité, les premières analyses au monde, et a démarré une recherche volcanologique en Indonésie, alors qu'elle ne pouvait pas se dérouler en France. Et bien, comme ça fait un bon moment que je parle, vous allez échapper à toutes les photos qui suivent, et vous allez voir à quoi vous avez échappé, je vais les dérouler très vite. Le même ami toujours. Ma maman. La maman d'Haroun Tazieff. Le papa d'Haroun Tazieff. Haroun Tazieff en 1914. Le 8 juin, il est né le 11 mai. Le papa et la maman en 1906, tout après leur mariage. Le papa qui joue aux échecs. Jacques Lavéry, quand même, il faut vous raconter. Jacques Lavéry. Un personnage exceptionnel. C'est lui qui m'a dit il faut essayer de sauver ce qui peut l'être, le réticoler. Très très conservant. C'est lui qui a découvert, qui a permis qu'on découvre en 1950 le gouffre de la pierre Saint-Martin dans les Pyrénées-Atlantiques, en Pays Basque-Béarnais. C'était alors le gouffre le plus profond du monde, on a trouvé. Et ils sont allés explorer en 1951 et 1952. En 1952, il y a eu un drame. Un ingénieur, un physicien qui avait construit un treuil pour les aider à descendre, avait mal construit ce treuil. Tazieff était au fond, avec Jacques Lavéry et avec un autre très grand physicien italien. Et le treuil a lâché et leur ami, le spéléologue Marcel Loubens, est tombé à leurs pieds et il a agonisé pendant 36 heures et il est mort au fond du gouffre. Ça a été un drame épouvantable. Mais pour Tazieff, ça a été une expérience aussi fondamentale parce que le treuil qu'il a conçu pour descendre dans le Nyiragongo, qu'on a vu, et dans d'autres volcans, il l'a fait concevoir par des ingénieurs en contrôlant tout pour que plus jamais un drame comme ça ne se produise. Là, c'est le gouffre de la pierre Saint-Martin, c'est l'entrée du gouffre. Alors pourquoi je vous parle de gouffre maintenant? Parce que on peut passer facilement des gouffres aux grottes. Et là, on a une remarquable peinture rupestre qui date de 36 000 ans. C'est plus vieux que Lascaux, c'est presque 2 fois plus vieux que Lascaux. Regardez comme c'est beau, comme c'est remarquablement équilibré. Tout est beau, tout est harmonieux. Donc ces préhistoriques qui ont orné ces grottes de façon exceptionnelle étaient de véritables artistes. Et pour qu'ils soient de véritables artistes, il fallait évidemment qu'ils aient une connaissance de l'univers dans toute son harmonie et dans toute son angoisse pour pouvoir l'exprimer comme ils le faisaient. Tous les artistes, les véritables artistes, les véritables poètes ont toujours exprimé en même temps la fascination pour la beauté de l'univers, la beauté du monde, la beauté de la vie, et l'angoisse devant ce que cette même vie, ce même univers peut avoir de terrifiant. Et cela s'exprime dans les œuvres d'art. Et les œuvres d'art d'il y a 36 000 ans expriment évidemment une connaissance du monde et de l'univers. Ce n'étaient pas des sauvages. Non, 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 non. C'était des gens extrêmement raffinés avec les techniques de l'époque. Pourquoi j'en parle? Parce que Tazieff a dit, à propos de ces préhistoriques,
y a des dizaines de milliers d'années, des hommes, chefs, prêtres ou sorciers, s'aventuraient au loin dans de sombres galeries pour y sacrifier, dans la lueur dansante de lampes de pierre alimentées de graisse d'ours, pour y sacrifier à des rites magiques et à de l'art. De telles incursions au cœur obscur de la roche, par-delà l'obstacle d'étroitures angoissantes et d'abruptes, cette recherche de cavités au difficile accès, qu'était-elle sinon de l'exploration? Donc, ce que Tazieff dit, c'est que les premiers explorateurs du globe, explorateurs comme lui, au même titre que lui, c'était les hommes préhistoriques. Et je prétends, moi, que les premiers volcanologues du globe, les premiers Tazieff du globe, c'était les mêmes. Pourquoi? Parce que ceux qui ont pas ça dans les grottes du sud de l'Ardèche, la grotte Chauvet, Pont d'Arc, ceux qui ont pas ça, c'était des nomades, il y a 36 000 ans, il y a 40 000 ans, jusqu'à 30 000 ans, et que ces nomades ont arpenté leur pays pour le maîtriser. Tous les nomades du monde arpentent leur pays pour le maîtriser. Et ils arpentent leur pays en prenant les fonds de vallée, remonter aux sources. Tous les hommes ont toujours voulu remonter à la source de toute chose, qui fait la connaissance. Mais donc, la source des rivières aussi, on veut aller voir la source. Et une fois qu'on est à la source, eh bien, tous ces nomades du monde ont emprunté les lignes de crête pour cheminer et appréhender du regard le pays environnant, pour contrôler aussi le pays à partir du haut. Et ces hommes de la grotte Chauvet vont remonter des vallées étroites vers le nord-nord-est, nord-nord-ouest, de fond de vallée en fond de vallée. Ils sont arrivés sur le plateau, un plateau où il n'y avait que des volcans. Et déjà dans les rivières, dans le lit des rivières, il y a aussi des volcans à gauche et à droite. Et ils ont pris les lignes de crête sur des dizaines de kilomètres, rien que des volcans. Et c'est comme ça qu'ils ont appréhendé tout leur territoire et qu'ils ont exprimé toute leur science de l'univers dans leur grotte, en choisissant une grotte froide et obscure, pour y traduire leur conception, leur compréhension de l'univers, y traduire leur croyance et leur religion. Et donc c'est ça qui est exprimé là. Imaginez que un cataclysme se produit et qu'il y ait quelques survivants qui reconstruisent une civilisation et qui explorent les ruines de ce qu'était notre civilisation. Ils découvrent une ruine avec des murs et dessus, protégée miraculeusement, c'est le cas de le dire, une vierge à l'enfant. Mais ils ont oublié ce que c'était que la religion chrétienne et tout ce qui a précédé. Et ils se disent, ben, ces gens-là, qu'est-ce qui peignait bien les femmes avec les bébés? Une vierge à l'enfant, c'est une femme avec un bébé, mais c'est pas que ça, c'est bien autre chose. C'est toute une conception du monde qui s'exprime par le regard et la plume de l'artiste, ou le pinceau de l'artiste, qui s'exprime dans une vierge à l'enfant. C'est un symbole fondamental d'un certain type de civilisation. Il n'y a aucune raison de penser que ce rhinocéros ne soit pas la vierge à l'enfant il y a 36 000 ans. Or, cet extraordinaire équilibre de cette courbe, regardez là, de là-haut, peint par ces gens qui avaient comme territoire un pays de volcans, est-ce que par là, on ne pourrait pas se dire qu'on retrouverait la même courbe sur ce volcan qui s'appelle le Gerbier des Joncs, au pied desquels la Loire prend sa source, et tous nos volcans de Haute-Loire et d'Ardèche présentent sous un certain nombre, pas tous, mais beaucoup, le même équilibre de courbe que l'échine des animaux peints dans les grottes de la grotte Chauvet. J'ai pu bien formuler quand même l'hypothèse, sans passer pour complètement farfelu, que ce qui est représenté dans ces fresques exceptionnelles, parce que c'est la première merveille du monde, c'est la grotte Chauvet, c'est la plus ancienne et elle est parfaite. On peut faire l'hypothèse que les premiers volcanologues du monde furent ces gens-là, parce qu'ils étaient capables de percevoir et d'apprendre exactement comme des animaux tous les signes qu'exprime la Terre quand elle bouge. Tremblement de terre, éruption volcanique, source hydrothermale, variation de champ magnétique. Ils n'avaient pas plein d'instruments scientifiques pour comprendre que tout ça est vivant et bouge et pour l'interpréter. Retrouvez, regardez, l'harmonie de ces couleurs aussi. Vous avez
des teintes blanches et noires. Dans une des vallées profondes qui mènent de la grotte Chauvet jusqu'à ces volcans, la vallée de la Volane, chantée par Jean Ferrat dans la chanson Que la montagne est belle, et bien dans cette vallée-là, vous allez le voir, non pas de la roche volcanique, mais de la roche granitique, avec des couleurs, une palette de couleurs exactement comme celle-là. Je l'ai découvert il y a une quinzaine de jours, ça m'a frappé qu'on avait sur la roche cette palette de couleurs. D'un autre côté, cette palette de couleurs-là, des ocres, des ocres, des ors, etc. Est-ce qu'on ne la retrouverait pas? Il faut quand même se rappeler que ça a 36 000 ans et que les teintes n'ont peut-être pas l'éclat qu'elles pouvaient avoir il y a 36 000 ans. Mais cela rappellerait peut-être la palette de couleurs d'une coulée de lave ou d'un lac de lave, fait d'un cavailleux d'or et d'ocre, qui aurait très bien pu être reproduite comme harmonie de couleurs sur ces peintures rupestres. On est frappé par l'harmonie des teintes qu'ils utilisaient, des blancs, des gris, des noirs, des ocres, des rouges, des jaunes. Et on peut quand même imaginer que ces artistes-là ne faisaient pas n'importe quoi et que les harmonies qu'ils choisissaient, tant dans les courbes que dans les couleurs, avaient certainement un sens par rapport à leur environnement. Et quand ils circulaient sur ces lignes de crête, ils tombaient sur ces paysages-là. Ça, c'est chez moi, c'est dans mon pays. Et on voit bien que ces volcans sont alignés. Et que donc, en remontant les lignes, les fonds de vallée, ils se trouvaient dans l'axe de volcans qui eux-mêmes étaient alignés. Donc il y avait très probablement des failles qui couvraient tout le long, depuis les fonds de vallée jusqu'à ces volcans qui sont alignés. Et on a des contes et légendes qui nous expliquent qu'au commencement, Dieu a fait le Velay. Le Velay, c'est cette province volcanique, avec le Vivarais qui est juste à côté. Au commencement, Dieu a fait le Velay, puis le reste du monde, déléguant à Lucifer et à ses démons le châtiment des damnés. Il leur permet de percer de petits trous dans l'écorce terrestre pour surveiller les malfaisants. Lucifer, indigne de confiance, multiplie les trous et fait grandir les trous. Ainsi, plus de 230 volcans apparaissent dans le Velay, soulevant les Alpes et affaissant le bassin méditerranéen. Donc, pour les contes et légendes du Velay, là-bas, sur ces volcans que les hommes préhistoriques ont vu exploser, eh bien, pour ces légendes, le monde a été créé par Dieu sur ces volcans-là. Après, les Alpes sont venues. Les Alpes, c'est le menu flottant à côté des volcans du Velay. C'est ce que dit la légende. Et la Méditerranée, c'est rien du tout, c'est une conséquence du volcanisme du Velay. Mais si vous interprétez ces contes et légendes en vous disant les hommes préhistoriques qui ont peint ces merveilles à Chauvet ont observé tous ces volcans, ils ont vu que la mer, terre, enfantait une nouvelle terre au travers de ces éruptions. C'est à la fois terrifiant et en même temps c'est créateur de vie. Le volcan est riche par sa fertilité et il nourrit il permet aux plantes de se développer, aux animaux de se nourrir des plantes et aux hommes aussi de se nourrir des plantes et d'animaux. Et donc il y a une richesse de vie qui se crée avec le volcanisme en même temps que c'est terrifiant. Et donc on pourrait quand même imaginer que cette légende-là puisse ses racines, on ne pourra jamais le prouver, jusque chez les hommes préhistoriques, parce que depuis 150 000 ans, il y a toujours eu du monde là-bas. Et de génération en génération, tout se transmet, ils ne vont pas à l'école, ça se transmet oralement. Tout se transmet jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on recueille ces légendes au siècle dernier. Et donc on peut bien faire l'hypothèse que, vu la nature de ces contes et légendes, que les premiers volcanologues étaient à la grotte Chauvet. Alors, je vous dis rapidement que on a des volcans qui sont alignés, vous les avez vus, on a des volcans très particuliers qui sont alignés à Saint-Martial, à Boré, à Chauderolles des Pamarqués et à Saint-Front-Chauderolles, moi j'habite là. Et on a des volcans très particuliers parce que ce sont des volcans qui sont faits du mariage très explosif de l'eau et du feu. Quand le magma, le feu rencontre de l'eau, ça fait une énergie qui se développe, je ne vais pas vous la décrire, mais c'est colossal. Et ça découpe la croûte terrestre en un grand cercle, comme un gigantesque emporte-pièce qui aurait été enfoncé dans le sol. Et ces volcans-là sont très très particuliers et il se déroule un tas de phénomènes. Et curieusement, alors ces volcans-là, les préhistoriques les ont pétés, hein. Les Néandertals les ont pétés.
Et les Néandertals ont cohabité avec les hommes de Cro-Magnon de là, les sapiens, qu'on les appelle, pendant 5 à 15 000 ans. Donc ils ont tout échangé entre eux. Eh bien, on a exactement dans cette ligne 4 villages où il y a une église consacrée à Saint-Andéol. Bourg-Saint-Andéol-sur-le-Rhône, Saint-Andéol-de-Bergue, Saint-Andéol-de-Vals, Saint-Andéol-Fourchard, tout à fait aligné. Et bien, apparemment, personne n'a travaillé sur cet alignement. Moi, quand j'ai trouvé ça absolument fabuleux, parce que je peux faire l'hypothèse que les préhistoriques et toutes les civilisations qui les ont suivies jusqu'à la civilisation chrétienne ont divinisé des lieux très particuliers dans l'axe de ces volcans. Parce que qu'est-ce qu'ils ont vu? Les gens qui ont vu ces volcans, ils ont vu ça. Voilà ce qu'ils ont vu. Des volcans en éruption alignés les uns sur les autres. C'est magique et ça a certainement une signification profonde sur la mère Terre, comment elle vit, comment elle enfante une nouvelle Terre. Et donc il n'est pas du tout étonnant qu'on trouve dans cet alignement des alignements de lieux de culte, en reproduisant cet axe jusqu'au Rhône. C'est une hypothèse, mais il mérite quand même qu'on s'y attarde un tout petit peu. Et donc c'est ce qu'on fait avec les copains avec lesquels je travaille, avec le petit centre Taziev qu'on a créé. Eh bien, ça consiste à mettre le patrimoine Taziev au service de l'exploration culturelle de cette région de France qui est exceptionnellement belle, exceptionnellement riche et que pratiquement personne ne connaît. Et voilà mon village, Chauderolles. J'habite à 2 km de là, 2 km et demi, et ça, c'est le cratère qui a été découpé à l'emporte-pièce par l'explosion de vapeur produite par le magma qui remontait et qui a rencontré la nappe d'eau prisonnière des roches, vapeur qui s'accumule avec des gaz volcaniques, et puis paf, ça pèse, mais d'une façon extraordinairement violente, et ça découpe un immense cratère. Et moi, ma maison se trouve exactement dans l'axe de cet alignement des andéoles et des cratères, à 2 km et demi du village. Et à côté de chez moi, quand la neige saupoudre le sol, à 4 mètres de la maison, à 4 mètres de la façade, la neige ne tient pas sur un disque d'1 mètre de diamètre. C'est tout. Il n'y a pas de neige. Probablement qu'il y a encore du gaz qui sort. Quand il y a beaucoup de neige, elle comprime ce gaz, mais quand il y en a très peu, la neige ne tient pas. Donc je suis sur cet axe, sur cette taille. Donc il y a encore, ça a explosé il y a 150 000 ans, ou 120 000 ans, je ne sais pas trop. Et donc il y a encore des manifestations. Voilà mon axe de mes volcans et de mes andéoles, qui arrive jusqu'à Bourg-Saint-Andéol. Et puis on a un axe avec des volcans extrêmement forts. Les plus puissants, le Gerbier de Jonc dont je vous ai parlé, le mont Mézin qui est le plus haut, sur les flancs du Gerbier, et puis d'autres volcans très puissants, avec dans cet axe des rivières très profondes et très mystérieuses, qui vont dans cet axe. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui arrive si je prolonge la diagonale? J'arrive à 5 km de Bourg-Saint-Andéol et à 5 km de la grotte Sauvette. C'est pile entre les deux. Je me suis dit, tiens, je vais élargir ma diagonale à 10 km entre Bourg-Saint-Andéol, Bourg-Saint-Andéol et la grotte Sauvette, 10 km. Qu'est-ce qui arrive si je remonte de la grotte Sauvette jusqu'en haut? Et là, je découvre que les 3 quarts des volcans les plus puissants, les plus expressifs, avec les paysages les plus beaux, les 3 quarts de tous nos volcans, se trouvent dans cet axe. C'est un axe qui, depuis Bourg-Saint-Andéol à la grotte Sauvette, fait 100 km de long, sur 10 de large, c'est rien du tout comme largeur, et c'est là que se concentrent les volcans les plus puissants et les plus beaux. Et c'est en plus, manifestement, je dis manifestement, je ne suis pas scientifique, hein, mais pour moi, manifestement, c'est une voie de circulation ancestrale depuis les Chauvet, depuis les Néandertals peut-être, pour contrôler et appréhender tout le pays. Ils ont circulé partout. Mais pour structurer la compréhension qu'on peut avoir d'un territoire en tant que nomade, il faut bien prendre les champs de vallée et circuler sur les lignes de crête pour maîtriser tout le territoire. Donc voilà, cette diagonale du Villaret et du Velay, orientale, elle est énigmatique, à mon avis profondément intéressante, parce que quand ils étaient là-haut, là, de leur diagonale, au bout de leur diagonale, eh bien, ils avaient la vue sur le bassin du Puy-en-Velay. Bassin du Puy-en-Velay, qui est un autre volcan qui a explosé à cet endroit-là, parce que le magma a rencontré un lac. Il y avait une sorte de petit lac Clément, là. Le volcan est apparu, il a fait tout péter. Il y a une vaste dépression circulaire, avec le volcan qui a accumulé ses projections,
Et puis l'érosion a tout embarqué. Et des châteaux ont été édifiés, des chapelles ont été construites sur les sommets. Il y a une aiguille volcanique qui est là, qui est une cheminée, qui est la cheminée du volcan, au sommet de laquelle il y a une remarquable chapelle romane avec des fresques magnifiques. Et je fais l'hypothèse que les chrétiens ont été implantés une chapelle à cet endroit-là parce que c'est un lieu magique sur ce volcan, et que les chrétiens ont investi un lieu de culte celte, qui eux-mêmes avaient investi un lieu de culte pré-celte. Et ainsi de suite, on pourrait remonter jusqu'aux premiers hommes qui ont divinisé certains lieux et diabolisé d'autres lieux, et qui ont consacré les lieux divins par des signes religieux ou des signes de leur croyance. Et c'est comme ça que de génération en génération, on arrive à la civilisation chrétienne qui récupère tout ça et va implanter une chapelle là-haut. Mais ça veut dire que cette exceptionnelle chapelle de Saint-Michel d'Aiguille, comme s'appelle la petite commune du Puy-en-Velay à ce moment-là, eh bien, doit se lire à la lumière de la grotte Chauvet, et que la grotte Chauvet doit se lire à la lumière du sommet de volcan. Voilà comment je conçois le développement territorial, culturel dans ce petit pays que j'habite, et je vous invite tous à y venir dès que vous pourrez, et vous serez accueillis dans l'auberge communale de mon village, qui est dédiée à Jules Vallès. Jules Vallès, grand homme de la littérature française, et qui a habité à cet endroit-là quand il venait chez son grand-oncle qui était le curé du village pendant 50 ans. Et dans le livre L'enfant de Jules Vallès, c'est un remarquable ouvrage, eh bien, il parle de cet endroit-là. Et je vous invite à mieux y manger parce que la nourriture y est généreuse, pas chère et délicieuse. Voilà. Je vous remercie.